Vendredi 16 mai 2025, chers auditeurs, téléspectateurs de Gandhi Malian TV, ravi d'être avec vous une fois de plus dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Et comme d'habitude, nous sommes avec les habitués du plateau, les deux qui vous sont dorénavant familiers. Il s'agit de l'inspecteur à la douane à la retraite, le doyen Daniel Koulibaly, qui est à ma droite, et à ma gauche évidemment, les journalistes surnommés journalistes du peuple, les jeunes Abdou Niang, leader d'opinion et expert des questions sécuritaires. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, nous avons jugé nécessaire aujourd'hui d'aborder les thèmes portant sur la dissolution des partis politiques au Mali. Et vers la fin de l'émission, nous allons essayer d'avoir peut-être quelques mots de nos invités sur ces bruits que nous entendons du côté du Niger de la part de certains syndicats et du côté du Burkina Faso, la brillante contre-attaque de l'armée burkinabé contre les groupes terroristes. Merci une fois de plus de faire confiance à Gandhi Malian TV. Nos deux invités ont peut-être leur bonjour ou leur bonsoir, ça dépend de quel moment vous écoutez l'émission, vous suivez l'émission. Monsieur Daniel Koulibaly, recevez nos salutations. Merci bien. Bonsoir Niang. Bonsoir à Diawara. Bonsoir aux téléspectateurs surtout. Et bonsoir à tous les travailleurs de Gandhi TV. Merci. Niang. Merci bien Issa Diawara. C'est un plaisir de partager ce plateau avec notre cher aîné qui nous fait grâce régulièrement de partager avec nous ses expériences. Et c'est aussi un honneur pour moi d'être présent régulièrement sur le plateau de Gandhi Malian TV pour partager la réflexion des uns et des autres sur les questions d'intérêt national, régional et même international. Et nous prions pour que ce début de réveil qui se dessine dans le Sahel puisse s'étendre à toute l'Afrique, comme c'était le souhait des pères de l'indépendance sous le leadership éclairé du président Modibo Keïta, dont nous commémorons aujourd'hui la triste date de l'assassinat lâche en détention, le 16 mai quand même 1977, 48 ans après. Le Mali est encore à la recherche de sa voie vers la souveraineté et l'indépendance réelle qui était si chère à Modibo Keïta. Et donc nous sommes heureux aujourd'hui d'être cette jeune génération qui s'inscrit dans le même combat, dans la même dynamique de ces pères de l'indépendance pour l'indépendance totale du continent africain. Merci beaucoup. En ces jours, vous l'avez si bien dit, nous rendons un vibrant hommage au président Modibo Keïta. D'ailleurs, nous rappelons que c'est lui qui avait obtenu un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc, lequel accord a été signé ici, à Bamako, pour mettre fin à ce que d'aucuns appellent la guerre des sables. Doyen, nous commençons... Sans oublier également sa médiation efficace, oui, pour éviter une guerre entre l'Algérie et la Libye. Effectivement. Au temps de Idriss. Oui, le roi Idriss. Voilà, de la Libye. Ok. Merci beaucoup. Doyen, nous commençons avec vous. Droit d'aînesse oblige. L'émission passée, nous avons parlé de l'abrogation de la charte des partis politiques qui avait déjà été actée par le Conseil des ministres. Juste après notre émission, le CNT, le Parlement de la Transition, a validé cela. Et le lendemain, son Excellence, le président Assimi Goïta, a tout de suite promulgué. Beaucoup d'experts pensaient peut-être qu'on allait être à ce niveau. Mais juste quelques heures après, il y a eu un conseil des ministres qui a dissous totalement l'ensemble des partis politiques au Mali. Est-ce qu'on devait s'y attendre ou ça a été une surprise? Pour vous, c'est une suite logique ou bien c'est vraiment une surprise qu'on arrive jusqu'à la dissolution de ces partis politiques? Merci Diawara. Je voudrais, avec ta permission et l'indulgence de Niang, procéder à un certain développement avant qu'on entre dans le sujet pour camper les choses, parce qu'aujourd'hui on est dans un flou
généralement des débats sur le droit, sur la Constitution, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qui se passe, c'est le flou total. Allez-y, moi, je me suis fait un devoir d'essayer d'éclairer tout ça. Mais je commencerai par une citation d'un auteur que j'ai lu, mais franchement, je ne me souviens plus de son nom, qui disait que le 21e siècle sera le siècle des querelles sémantiques. C'est important. Nous sommes à l'heure de la mondialisation des concepts, et souvent c'est dans des langues différentes. Et donc, il est important que les gens aient les mêmes compréhensions, mais au-delà de la différence de leur langage, qu'ils aient la même compréhension du même concept. Sinon, ça crée des zizanies. Moi, j'ai pu avoir accès à un travail qui a été fait par le réseau Dialogue sur la gouvernance, qui a élaboré un document fort fourni et comportant une analyse et des propositions en vue d'une refondation de l'État en Afrique. Je crois que c'est bien choisi comme thème. Et ils ont fait un certain nombre de constats. Il y en a trois constats ou trois énoncés, ou même pour moi 3 principes que j'ai retenus. Lesquels? Le premier, c'est qu'ils énoncent un principe absolu. Ils disent les progrès de l'humanité s'opèrent par transition plus que par des sauts qualitatifs. Ça veut dire que la transition est le moment où on peut faire une remise en cause et faire une avancée notoire plutôt que par des sauts par bond ou par rectification. Le deuxième, aujourd'hui, il est incontestable qu'au Mali, nous sommes en transition. C'est ce que je constate avec leur citation. Le deuxième principe qu'ils ont édicté, c'est la nécessité de décrypter le sens et le dessein des évolutions en cours. Nous avons connu beaucoup d'événements ces derniers temps. Il est important qu'on s'assoie, qu'on décrypte le sens et les desseins, les intentions qui sont derrière, pour qu'on se comprenne mieux, sinon c'est toujours le flou, oui. On ne s'en sortira pas. Ils ont fait, nul ne peut contester aujourd'hui le sens et le dessein des évolutions du Mali ont atteint leurs limites dans la situation dans laquelle on se trouvait. Il en résulte une crise multidimensionnelle. Ensuite, le troisième point que j'ai retenu, c'est la nécessité de nous accorder sur le sens et le dessein, sur les valeurs, avant de réfléchir aux technicalités. C'est-à-dire, il faut d'abord intégrer les concepts, les partager, et en ce moment, les moyens techniques à mettre en œuvre, on peut en discuter. Mais quand on n'est pas au même diapason, on va discuter dans des choses qui ne sont pas les mêmes. Les débats de caniveau, peut-être. Voilà. Maintenant, ce que j'ai constaté dans tous les débats sur les réseaux, nous avons constaté qu'il y a, à la lumière de ces 3 principes, il y a un manque de compréhension commune d'un certain nombre de concepts. Le concept de multipartisme intégral. Multipartisme, je le conçois. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais lui accoler l'adjectif intégral, là, je ne le comprends plus. À mon sens, quelque chose qui fait l'objet intégral, c'est qui fait l'objet d'aucune restriction. Or, il y a une charte des partis qui pose des restrictions. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par intégral accolé à multipartisme? On n'a pas clarifié. Peut-être que moi, je suis un peu bête, je n'arrive pas à le comprendre, mais c'est un concept qu'on a enregistré comme ça sans en discuter, et il vaut mieux le clarifier. Ensuite, il y a un second point, la refondation. Oui. Nous sommes en train, à mon sens, de commettre les mêmes erreurs qu'à la suite du coup d'État contre Moussa Traoré. Le coup d'État contre Moussa Traoré, moi, ce que j'ai constaté, il y avait 2 slogans que j'avais retenus. Le multipartisme. Comment est-ce qu'on appelle le multipartisme? Autrement dit, la démocratie. Les miliciens aussi. Et non, ça c'est les slogans Modibo. Multipartisme. Et le second point, c'est la lutte contre, comment est-ce qu'on appelle, le détournement de deniers publics. Kokadje. C'était ça. Kokadje, c'est plutôt contre Moussa. Oui, c'était 2 slogans qui ont servi de base
pour faire partir Moussa. Oui, Moussa. Mais après le coup d'État, multipartisme s'était acquis, encore que du temps de Moussa, c'était pas évident qu'il y a beaucoup de discussions autour, il semblerait que c'était déjà accepté. Mais Kokadje, on a vu, ça a été dévoyé, au lieu qu'on puisse lutter contre ça, on a ouvert les vannes et on s'est retrouvé avec des milliards de détournements. Oui, Kokadje, juste pour préciser, ceux qui nous suivent en français, c'est... Kokadje, c'est main propre. Oui, lutter contre la corruption. Lutter contre la corruption. Merci. Mais nous sommes en train de refaire la même chose. Parce que le slogan qui a émaillé les événements du M5 RFP, c'était surtout la refondation. Malikoura. Aujourd'hui, on se demande si on a suffisamment visité ce concept de refondation et si nous savons si nous sommes en train d'aller vers cette refondation ou pas. Parce que c'est en cela que le dessin est fixé. Comme ils le disent, si nous n'avons pas le même dessin, on se trouve ailleurs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la question, c'est de savoir si nous avons suffisamment interrogé ces leitmotivs, ces slogans-là, pour qu'on ait les mêmes sens? Moi, je dirais non. Si on regarde les débats sur les plateaux télé, on se rend compte qu'il y a des discussions et que les gens ne se comprennent pas du tout. Il y a des gens qui sont constitutionnalistes, qui sont dans le débat constitutionnel, alors qu'il y a d'autres qui sont dans un débat soutenu par la refondation. Ce n'est pas le même niveau de débat, ce n'est pas les mêmes débats. Aujourd'hui, il faut reconnaître, si on prend la Constitution de 2023, qu'on retrouve aussi bien la reconnaissance de la transition, la reconnaissance de la refondation, la reconnaissance de la crise multidimensionnelle. Toutes choses qui fondent l'action d'aujourd'hui et qui déterminent le sens dans lequel on veut aller pour résoudre les problèmes. Nous avons aussi une charte de la transition, ce qui veut dire que la transition est reconnue. Alors, les questions qui peuvent en découler, fallait-il s'attendre, comme tu me l'as demandé, à une dissolution des partis politiques? Pour quelqu'un qui était carrément pour la refondation, c'était nécessaire, c'était incontournable. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup d'internautes aujourd'hui, si vous les suivez, ou même pas simplement les internautes dans la rue quand il y a des débats, beaucoup reprochent aux autorités de la transition d'avoir tardé à faire ça. Ça, c'est un fait palpable que tout le monde a constaté. Ça veut dire que depuis longtemps, eux, ils s'attendent à ça. Ceux qui étaient pour ce changement s'attendaient à ça. Mais ils ont été surpris simplement ceux qui ne s'attendaient pas à ça, qui sont dans un débat constitutionnel et qui est contraire à la transition. Parce que quand ils font un débat où ils se fondent sur la Constitution, ils nient le fait transitionnel. Ça veut dire que pour eux, on n'est pas en transition. Or, si on est en transition, bon, il y a eu un accouplement malheureux entre la Constitution et la charte. Mais si on regarde au fond, la Constitution ne rentrera, parce que ce qu'on avait, le mécanisme qu'on a essayé ne rentrera pleinement que par à-coup en vigueur. Et donc, chaque fois, c'est la charte qui précède dans les actions. Et la Constitution ne rentrera pas. C'est le mécanisme qu'on a trouvé pour essayer d'allier les deux choses. Sinon, être en transition et avoir une Constitution, pratiquement, je ne sais pas pour les autres, mais c'est antinomique. C'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Et c'est ce qui pollue le débat. Ceux qui sont en train de parler de Constitution, évidemment, dans l'absolu, ils ont raison si nous sommes dans un système constitutionnel établi. Mais est-ce que nous sommes dans un système constitutionnel? On est en train d'essayer d'accoler deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. La transition prend le pas sur la Constitution, donc on ne parle plus de Constitution. Et aujourd'hui, on est de plus en plus en train de se tourner, et c'est ça le sens qui a été donné. Si vous constatez toutes les actions qui ont été menées par Assimi, ça s'inscrit dans les revendications qui ont été faites. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments sur lesquels, par exemple, la revalorisation de notre culture, de nos valeurs culturelles, où il a décrété une année
L'année 2025. 2025 comme année de la culture. Mais je crois qu'il faut aller au-delà des changements de nom des rues ou de folklore où on joue le tam-tam. Non, 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 c'est plus profond que ça. Je pense que si on devait faire quelque chose, c'est de vulgariser. Et ce que le travail que le réseau a fait pour mettre tout le monde à même de comprendre les choses et d'aller dans le sens. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais il fallait clarifier ce débat. Oui, ça en vaut le coup. Nyang, êtes-vous surpris ou bien c'est tout sauf une surprise? Je ne suis pas du tout surpris, comme d'ailleurs tous les observateurs avertis. Même les partis politiques ne sont pas surpris. Ils s'attendaient quand même à une telle décision. Certains avaient pris les devants d'ailleurs. Certains avaient pris les devants. Il a dit le multipartisme, nous y sommes acquis. Effectivement, le multipartisme, il y a le multipartisme simple, qui est l'existence de plusieurs partis politiques, mais qui n'ont pas tous un accès égal au pouvoir. Ça suppose l'existence d'un parti dominant. Et si vous prenez la première ère démocratique du Mali, c'est Adema qui était le parti dominant avec plus de 90% des sièges au Parlement. Et également, même au niveau des municipalités, et sur toute l'étendue du territoire, c'est Adema qui dominait. Et souvent, il y a une coalition stable qui domine l'accès au pouvoir politique. Le multipartisme intégral n'a jamais été une réalité au Mali. Parce que le multipartisme intégral suppose l'existence de plusieurs partis politiques, mais avec des chances égales d'accéder au pouvoir. Ça suppose une alternance entre les partis politiques. Au Sénégal, c'est une réalité, mais au Mali, c'est loin d'être une réalité, même quand un candidat indépendant a accédé au pouvoir, Amadou Toumani Touré. Donc, vous voyez toute la mystification démocratique qu'ils nous ont fait. Monsieur Koulibaly a bien raison de commencer par une clarification conceptuelle, parce qu'ils ont emprisonné les Maliens dans des concepts creux qui n'ont jamais été une réalité. Le Mali n'a jamais été un pays démocratique. En tout cas, à partir de 1991, ce qu'on appelle démocratie n'a jamais existé véritablement au Mali. Oui. Parce que la démocratie, c'est un pouvoir qui émane du peuple. Ouais, l'effet majoritaire. Or, de 91 jusqu'à un passé récent, l'élection présidentielle était financée par l'Union européenne, un domaine de souveraineté. Et nos chefs d'État étaient préalablement désignés à l'Élysée. Les chefs de l'État étaient connus d'avance par certains cercles fermés et il fallait faire une allégeance totale à l'Élysée. L'élection n'était que la partie folklorique de cela. Donc, on a vu les élections frauduleuses de 2002 qui ont provoqué un scandale horrible. Oui. Donc, on ne peut pas parler de démocratie, et surtout dans un pays où 80% des Maliens étaient analphabètes. En 92, c'était 80% des Maliens qui étaient analphabètes. Les lois de la République étaient faites en français. En français. Donc, c'était une république des élites, une oligarchie. Ouais. C'était une élite, ça n'a jamais été une démocratie. Si l'écrasante majorité ne participait pas au processus démocratique, au processus de prise de décision, d'où l'illégitimité totale des institutions issues de ce qu'ils ont appelé démocratie ou des élections frauduleusement organisées et financées avec la charité stratégique de ceux qui nous ont colonisés. C'est extraordinaire ça. Pour revenir à votre question, c'était pas du tout une surprise parce que le gouvernement avait même dit que sa démarche était méthodique à travers les directeurs de l'administration territoriale. Donc si c'est une démarche méthodique, c'est graduel. L'objectif étant de parvenir à la dissolution des partis politiques réclamés à plusieurs reprises par le peuple malien dans son ensemble,
et par l'ensemble des forces vives de la nation. Regarde d'abord les partis qui s'y opposent. Sur 297 partis politiques, seuls 101 ont décidé de se prononcer contre la dissolution des partis. Donc, même au niveau de la classe politique, ceux qui sont opposés n'atteignent même pas la moitié des partis politiques enregistrés au niveau de l'administration territoriale. Une minorité. Donc, ce qui veut dire que plus de la moitié des partis politiques ont décidé vraiment de garder le silence. Ça veut dire que 196. Qui ne dit mot, 196 partis politiques n'ont pas répondu, n'ont même pas jugé utile de répondre à la lettre du ministre de l'administration territoriale. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la dissolution. Donc, les Maliens ont beaucoup attendu cette dissolution. Et ce qui devait arriver est arrivé finalement. Oui, d'ailleurs, pour ajouter encore quelque chose, un argument de plus à ce que vient de dire notre cher Nyank, aucune élection présidentielle au Mali, le taux de participation n'a jamais dépassé les 50%. Voilà. Jamais. Non, ça n'a jamais atteint ça. Ça n'a jamais, même 40%. Oui. Tout au plus, c'est l'élection présidentielle de 2013 où on était à 47-48%. Seulement 2013. Oui, sinon, avec à part 2013, oui. Sinon, l'élection d'Alpha Omar en 92, on était dans les 23-27%. Absolument. Donc ça a toujours été une minorité. Bon, mais malgré tout cela, on avait entendu des pseudo-intellectuels sillonner les plateaux, on reste d'ailleurs avec toi, qui prétendaient qu'il n'y avait aucune possibilité de dissoudre les partis politiques. Mais pourtant, ça a été fait, on y est, et puis le Mali respire, tout va bien. Oui, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, connaissent pas les droits et qui ne connaissent pas les attributions d'un chef d'État dans les systèmes politiques que nous avons, il y a peu de choses qui peuvent rester une équation impossible à résoudre pour le président dans nos systèmes politiques. L'application d'ailleurs, le président même pouvait se servir de l'article 70 de l'actuelle constitution pour faire pire que ça. Mais on n'est pas allé vers ça. Effectivement, la charte des partis politiques prévoit la dissolution par voie judiciaire des partis politiques, ce qui serait quand même une procédure longue. Je pense que les partis politiques s'attendaient tous à ça. Une procédure isolée et comment dirais-je, individuelle, adressée à chaque parti politique respectivement. Donc 297 procédures de dissolution. Donc ils pensaient que le gouvernement allait s'enfermer dans un cycle, dans un labyrinthe interminable, quoi. Donc ils ne savent pas que le président a la possibilité, certes c'est interdit de violer la loi, sous peine de verser dans la forfaiture. Mais la loi autorise le président à abroger quand même une loi à travers le Parlement. Aujourd'hui, le CNT fait office de Parlement. Certains vont dire non, c'est des autorités de fait, ils n'ont pas été élus, etc. C'est ça aussi également des gens qui ignorent absolument tout du droit. Dans des circonstances exceptionnelles, pour un État, même un simple citoyen, il n'est même pas fonctionnaire, peut jouer le rôle du préfet et même du gouverneur. Et le juge administratif reconnaît les actes posés par ces citoyens dans des circonstances exceptionnelles. C'est prévu. On appelle ça la théorie du fonctionnaire de fait en droit administratif. Le Mali est dans une situation exceptionnelle. M. Daniel l'a dit. Il y en a qui réfléchissent comme si on était dans un processus constitutionnel. Or, eux-mêmes, dans leur discours, ne cessent de ressasser, retournons à l'ordre constitutionnel normal. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sur la Constitution. On est en train de créer les conditions pour revenir
à l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période que la loi elle-même appelle période d'exception. Donc, face à un problème exceptionnel, il faut des réponses exceptionnelles. Le président n'a pas jugé utile d'aller même à ces mesures exceptionnelles. Il a juste appliqué des principes qui sont conformes à la légalité existante. Ça, c'est l'abrogation de la charte qui protège les partis politiques. Et donc, le gouvernement n'était plus obligé d'aller vers les juridictions pour obtenir la dissolution des partis politiques. Ça veut dire qu'il n'était plus, en abrogeant la charte des partis politiques, ces formations politiques n'étaient plus assises sur une base légale pour leur fonctionnement et leurs activités. Ça, c'est très important. Oui. C'est ce qui ouvre la voie à la dissolution par voie administrative des partis politiques. Le ministre de l'administration territoriale seul ne peut pas le faire. Le premier ministre non plus. Le président non plus. Mais le conseil des ministres peut décider de la dissolution par voie administrative des partis politiques. Donc c'est ce qui a été fait. Donc pour ceux qui ont une compréhension limitée ou bien qui n'ont lu que quelques passages sur Internet ou bien des gens qui sont allés interroger l'intelligence artificielle, qui ne savent pas que l'intelligence artificielle est limitée quand il s'agit de parler des spécificités, de certaines spécificités. Et ça reste une intelligence artificielle aussi. Absolument. Et donc, puis c'est des gens qui sont venus s'improviser sur les plateaux en experts, certainement des gens qui ignorent, quand même, qui perdent les pédales entre une loi organique et une loi ordinaire qui ont induit beaucoup de gens en erreur, en disant, voilà, il n'y a pas de possibilité de dissoudre les partis politiques. Et en le disant, ils s'appuient sur la charte des partis politiques qui est une loi. Et comment on peut ignorer qu'il y a la possibilité quand même d'abroger une loi? Ça quand même, c'était de l'eau à boire. Bon, des gens qui ont une compréhension limitée comme ça, c'est extrêmement dangereux de leur confier, en tout cas, quelque chose de sérieux. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est des gens qui préfèrent les plateaux à des débats sérieux quand même face à des intellectuels. Je pense qu'ils ont compris désormais, parce que depuis la dissolution par les conseils des ministres, ils ont déjà compris qu'il y a quand même des astuces qui s'inscrivent dans la loi, permettant quand même de dissoudre les partis politiques. Et d'ailleurs, certains disent on n'est pas d'accord, on recourt à la Cour suprême. La loi prévoit cela aussi, c'est très normal de contester un acte administratif. Et donc la justice va trancher. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Nyang. Doyen? Non, je crois que c'était assez clair déjà. Je ne peux que revenir sur ce que j'ai dit. On est en train de débattre de deux choses qu'on veut imbriguer qui ne marchent pas ensemble. La Constitution et la Charte. Nous sommes dans le temps d'un régime d'exception. On ne peut pas être dans un régime d'exception et être en même temps dans la Constitution. Il faut donner la priorité à quelque chose. Ceux qui disent, sur le plan, je l'ai dit, dans l'absolu, quand on était dans un système constitutionnel établi, oui, ils ont raison, ça peut se discuter dans ce cas. Mais nous ne sommes pas dans ça. Donc ils ne discutent pas, ils ne sont pas dans le même champ de discussion. Ceux qui sont là et qui défendent la refondation, la transition, n'ont pas le même langage que ceux qui sont dans la Constitution. Ce n'est pas le même champ de discussion. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir suspendu la Constitution aussi ne prête pas encore davantage ou bien ne facilite pas la compréhension aussi? Attention, parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui affirment n'avoir pas perpétré un coup d'État. Ils parlent plutôt de la démission du président. Donc c'est pourquoi ils ont préféré maintenir la Constitution. Moi, je pense qu'il y a une raison stratégique derrière cela. Voilà. On en a parlé ici, je crois. Oui. On avait dit que c'était une stratégie, déjà depuis le coup d'État la chute de ATT, moi-même, on avait conseillé... IBK? Non, déjà avant okay. la chute de ATT,
il était question, on avait eu peur de la réaction de la CEDEAO. Et on avait voulu se démarquer pour dire que ce n'est pas un coup d'État. Et même moi, mais dans l'absolu, moi je crois que ce n'était pas un coup d'État. C'était une mutinerie qui a amené l'abandon du pouvoir par ATT. Bon, on a fait discuter de ça l'autre jour. Mais au-delà, IBK, on n'a jamais reconnu que c'était un coup d'État. Et de sorte que si on ne reconnaît pas, on a dribblé la CEDEAO. En réalité, on a voulu éviter les sanctions de la CEDEAO. On a enclenché par le maintien de la Constitution au lieu de sa suspension. La suspension allait... IBK lui-même avait dit à Goodluck Jonathan qu'il s'agissait d'une reddition politique. Voilà. Ouais, donc, parce que ça veut dire qu'il donne raison. Il cautionne. Voilà. Et par amour pour son pays, il sait ce qui peut en découler. Il préfère démissionner pour que ça n'ait pas l'air d'un coup d'État qui allait encore faire souffrir le Mali. On l'avait dit, ces conséquences-là. Mais dès lors que IBK l'avait fait, c'était déjà bien, c'était une démission, nous avons tous suivi, et puis il a dissous certaines institutions avec lui, donc tout ça c'était déjà bien. Il avait déjà balisé un peu les terrains pour faciliter la chose, et puis il avait déjà anticipé sur la CEDEAO. Mais dès lors qu'on est sorti même de la CEDEAO, est-ce qu'on est obligé toujours de garder cette stratégie de départ? Bon, je crois que c'est ça le hic. Parce que là, on n'a plus de pression. On est parti dans une démarche. Et en maintenant la Constitution. Est-ce que la Constitution pose problème? Est-ce que c'est un obstacle aujourd'hui? Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est à cela que beaucoup semblent se raccrocher. Constitution, voilà, on va violer la Constitution et petiti et patata. Non. Tout simplement, je comprends un peu votre préoccupation. IBK était déçu de la majorité présidentielle. Très, très déçu. Et même de la CEDEAO, parce que la France a fait la pression sur la CEDEAO pour obliger IBK à faire démissionner 30 députés, dont le président de l'Assemblée nationale. Et également à dissoudre la Cour constitutionnelle en violation de son serment, parce que c'est une violation flagrante de la Constitution. Et le président de la Cour constitutionnelle, Mme Manassa Danyogo, avait mis en garde IBK sur la télévision nationale que réaccéder à cette requête de la CEDEAO, c'est contribuer à faire tomber le régime, que le régime ne survivra pas à l'application de cette recommandation de la CEDEAO. Ça a été dit par Manassa sur l'ORTM. Malgré tout, la pression était telle que IBK n'avait d'autre choix que d'y aller. Et surtout, l'imam Diko était en train de lui dire de poser cet acte pour que lui, il puisse l'aider à sortir de ce problème. Mais après, lui-même s'est vu pris au piège parce qu'il pensait avoir le contrôle total du M5, alors que la foule qui était sortie était incontrôlable. Personne ne pouvait désormais prendre le contrôle de cette foule. Il fallait obligatoirement suivre le tempérament de la foule. Donc, le président, c'est sur fond de ça qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale pour empêcher que la CEDEAO ne reproduise les scénarios de 2012, c'est-à-dire venir rétablir l'ordre constitutionnel en choisissant quelqu'un à l'Assemblée nationale comme président de transition. Donc, IBK a fermé carrément cette possibilité à la communauté internationale en décidant de dissoudre son gouvernement et de dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, la Constitution de 92, il n'avait plus besoin de suspendre parce que le président lui-même dit qu'il s'agit d'une reddition politique. Lui-même, il a décidé d'abandonner le pouvoir. C'était une façon aussi d'empêcher l'application de l'embargo et d'autres sanctions financières et économiques de la CEDEAO sur le Mali et pour se retirer définitivement du champ politique. Oui. Je crois que, en fait, ce que je voudrais simplement dire, c'est que là où a été un peu le hic, c'est d'avoir fait une nouvelle constitution. C'était, tout ce qu'il y a, c'était valable lorsqu'il y avait l'ancienne constitution et qu'on ne partait pas à ça. Mais on a fait une nouvelle constitution. Bon, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais on en a fait une nouvelle. Et donc, qui coexiste avec la charte.
Et donc, le problème, c'était le même, a été reconduit. Parce qu'il y avait un renouvellement de la Constitution. Mais ce que moi je retiens aujourd'hui dans tout ce débat, tous ces fratras d'arguments juridiques, c'est que quand on discute, il faut savoir d'où tu parles. Si tu parles en tant que quelqu'un qui se situe dans la Constitution, dans l'application d'une Constitution, ton avis ne peut pas être compris par celui qui se situe dans le champ de la refondation et de la transition. C'est impossible, les deux choses ne vont pas ensemble. Et il faut faire un choix. Et je crois qu'aujourd'hui, moi je vous avais dit dans un de nos débats, que l'idéal aurait été de dissoudre tout ça depuis le départ. Mais on ne l'a pas fait. Et tant qu'on ne l'a pas fait, de plus en plus, ça devient difficile. Maintenant, il s'agissait peut-être de s'assumer et de prendre racine lorsqu'ils sont solidement établis. Il n'y a pas autre chose. Déjà, Nyang l'a rappelé. Moi, je me souviens, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, pour ceux qui étaient des partis politiques, Ibeka était tellement déçu qu'il aurait dit aux militaires qui sont venus l'arrêter de ne jamais faire confiance aux politiques. C'est ce que j'ai entendu, je n'étais pas là-bas, mais ça veut dire que... Non, le fait même de dissoudre l'Assemblée avant de partir veut dire clairement qu'il a anéanti les politiques avant de laisser les militaires continuer. De sorte qu'aujourd'hui, il faut qu'on clarifie ces deux choses. Nous, on n'est pas dans... ceux qui accompagnent la transition ne sont pas dans un débat constitutionnel. Non, ils sont dans un débat refondation, période transitoire. Ce n'est pas la même chose. Ok. Doyen, nous restons avec vous. Bon, la dissolution, c'est déjà acté. Au moment où nous enregistrons la présente émission, il n'y a pas de parti politique au Mali. À quoi pouvons-nous nous attendre après cette dissolution? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce les politiciens, peut-être certains politiciens qui étaient à la tête de ces partis politiques, à tort ou à raison, qu'on soupçonnait être dans certaines actions qui pouvaient conduire à une déstabilisation, vont-ils s'arrêter? À quoi pouvons-nous nous attendre? Nous voyons aussi qu'il y a une vague peut-être d'interpellation en cours qui a porté, en tout cas pour le moins, une certaine accalmie. À quoi pouvons-nous nous attendre concrètement après la dissolution? Nous voulons nous projeter un peu dans le futur. Bon, moi ce que je perçois, Nyang l'a déjà dit, il va y avoir une bataille juridique. C'est déjà énoncé par un des ténors politiques du pays. Ils vont saisir les juridictions pour statuer sur la légalité de la dissolution des partis politiques. Mais ça peut prendre le temps nécessaire. Ça. Oui, ça va prendre du temps. Peut-être ça va jouer en faveur de qui? Ah ouais. Voilà. Ensuite, ce que je crois possible, c'est que les hommes politiques, il y en a de bons là-dedans. Oui. Il se peut qu'il y ait ils peuvent entamer des négociations tendant à élaborer une nouvelle charte. C'est-à-dire ceux qui se disent, bon, la charte, c'est mort, on ne peut plus y aller, même les partis politiques, c'est fini. Au lieu de se battre, de rester dans les méandres de la justice pour se battre infiniment, ce qu'on peut demander, c'est l'élaboration d'une nouvelle charte, dans un temps plus ou moins long, plus ou moins court d'ailleurs. Parce que si cela était, peut-être qu'ils peuvent reconstituer des partis politiques, reprendre les activités, en vue de reprendre des activités. Mais pour demander ça, ils doivent se mettre ensemble. Et là encore, c'est déjà mort. Ils ont interdit les membres d'anciens partis politiques de se regrouper et même de se présenter avec les anciens statuts. Ça se situe pas, ça se situe dans un cadre individuel. Vous avez des ténors des partis politiques qui peuvent, il faut pas balayer sous la natte les possibilités de contact individuel pour essayer de régler certains problèmes. Je crois. La voie sous-marine, c'est ça? Voilà, oui, il y a une voie. Utiliser les sous-marins. C'est possible. Bon, et puis de toute façon, les partis politiques sont dissous. Mais les libertés individuelles sont maintenues. Les gens peuvent parler, même politique, en tant que personne, pour leur individu. Pas en tant que... ça, c'est pas interdit. Et donc, par ce biais-là,
on peut susciter, peut-être demander que si chacun commence à demander qu'il y ait l'élaboration d'une nouvelle charte dans un bref délai ou dans un délai moyen, en tout cas pour leur permettre de rebondir, bon, ça c'est une demande qui n'est... Demander cela, ce n'est pas interdit. Et de le demander individuellement, ce n'est pas interdit. Et surtout qu'ils ont des moyens très astucieux de faire remonter ce débat. Ils n'ont pas besoin de se réunir entre partis politiques. Ils ont beaucoup de plateaux favorables où on peut commencer à faire remonter ce débat, ce thème. C'est ce que moi je comprends qui peut arriver. Voilà. Non, tu ajoutes quelque chose? Oui, après la dissolution. Il faut prévoir beaucoup de choses compte tenu d'ailleurs de la nature de la décision et les acteurs aussi qui sont frappés par la décision et voir les implications. Ça veut dire que forcément ce n'est qu'un début, ça ne peut pas être la fin. Ils seront peut-être, beaucoup ne seront pas du tout d'accord. L'ONU s'est déjà prononcée contre la dissolution de la charte des partis politiques et donc contre la dissolution des partis politiques. Ça veut dire que les acteurs politiques peuvent s'organiser et opposer une résistance, soit dans la clandestinité, soit sous d'autres formes. Et ils pourraient peut-être, compte tenu du contexte géopolitique du Mali, ils pourraient bénéficier de soutien extérieur. La communauté internationale, l'Algérie, la Mauritanie et même peut-être la CEDEAO. Ils pourraient même bénéficier de certaines opportunités. Il y a une théorie sociopolitique qu'on appelle la théorie de l'opportunité politique. Les groupes armés, le contexte sécuritaire quand même demeure préoccupant, avec une forme de ceinture autour de Bamako, la persistance de menaces ou d'attaques terroristes sur toute l'étendue du territoire. Et donc, il faut peut-être s'attendre à la multiplication des attaques terroristes, également l'ébullition du front sécuritaire. Et si le front sécuritaire est alarmant, ça donne des munitions aux forces sociales et politiques. Ça représente une opportunité politique pour les adversaires politiques du pouvoir. Il pourrait y même avoir jonction, puisque les intérêts convergent et l'ennemi étant commun. Il pourrait même y avoir des connexions entre ces différentes catégories, le corps politique et les autres centres de pouvoir qui sont engagés dans un bras de fer avec l'État malien. Donc, il ne faut pas penser que tout est fini. Donc, dans un tel contexte et face à une telle menace, le gouvernement doit ouvrir le dialogue avec les organisations de la société civile non partisanes, informer régulièrement l'opinion sur les réformes, l'état d'avancement des réformes, et préciser que cette mesure de dissolution est temporaire, puisque avec la nouvelle charte des partis politiques, il y aura l'émergence d'autres forces politiques, d'autres formations politiques, et que les activités politiques pourront reprendre. Donc il faut vraiment communiquer avec les couches sociales, avec les couches, presque toutes les couches, pour vraiment améliorer la sensibilisation et que les gens puissent avoir une compréhension saine des enjeux et que les gens comprennent aussi le pourquoi de cette décision. Il y a l'axe de communication institutionnelle, axe citoyen, axe sécuritaire qu'il faut expliquer pour que les gens puissent comprendre le bien fondé de la décision, justifier la décision et informer sur la perspective. Ok, merci beaucoup. Doyen, nous revenons vers vous. Nous constatons un calme relatif, un calme. Pour le moment, tout est vraiment calme. Faut-il faire un lien avec la dissolution de ces partis politiques? Doit-on dire que peut-être c'est parce que les partis n'étaient pas encore dissous qu'il y avait tous ces bruits? Est-ce qu'il y a un lien où vous... Non, je ne parle pas de calme, moi. Je parle d'accalmie. D'accalmie. Il y a une accalmie relative, mais comme on l'a dit, il y a des actions qui se préparent, donc qui vont se manifester autrement
que par... Des actions clandestines. Clandestines ou même au vu, parce que je ne sais pas, il faut évaluer dès lors qu'il y a dissolution, est-ce que l'effet est immédiat, est-ce que l'appel peut être suspensif, il y a tous ces aspects du débat qu'il faut éclairer. Mais si c'est suspensif, si l'appel peut être suspensif, alors les jeux sont ouverts jusqu'à ce que les tribunaux se prononcent. Donc, mais la calmie, ça peut aussi être dit aux différentes interpellations en cours. Les interpellations en cours, c'est des effets induits, peut-être. Parce que je crois que dans les discussions qu'on avait données ici, on avait dit l'idéal, c'est la dissolution et qu'on reprend, même annuler pratiquement la Constitution. Mais la question qui se posait, est-ce que les autorités de la transition avaient les épaules pour supporter le choc? C'était ça la question. Sinon, dire que c'était ce qu'il fallait. Non, il n'y avait même pas à hésiter, c'est ce qu'il faut faire. Il fallait mais le contre-coup, est-ce que les autorités de la transition sont vraiment armées pour faire face... Pour amortir les chocs. Voilà, pour amortir les chocs. Nyank, la calmie, oui, le calme. Parce que beaucoup de meneurs sont désormais en fuite. Certains ont quitté le pays, d'autres sont cachés quelque part à Bamako. Il y a eu des arrestations et certains aussi sont obligés de se présenter chaque jour à la direction de l'Agence nationale de la sécurité d'État. S'ils se présentent le matin, ils peuvent y rester jusqu'au soir. Après, ils rentrent, le lendemain, ils reviennent se présenter encore. Il y en a qui sont soumis à ces contrôles. Et également, il faut aussi considérer que les décrets ne se limitent pas à la dissolution des partis politiques. Il y a aussi interdiction de réunion. Oui. Voilà, des formations politiques dissoutes, et même les associations ou organisations à caractère politique, qui sont plus de 1000 en République du Mali. Donc ça veut dire qu'on peut même considérer qu'il y a plus de 1200 formations politiques, parce que les associations à caractère politique ne sont en réalité que les succursales, entre guillemets, des mêmes partis politiques qui ont dominé la sphère décisionnelle. Et donc, c'est ce qui explique pour le moment ce silence. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que les médias internationaux sont en train de s'activer. Oui. Ça, c'est le bras communicationnel, est très très actif sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes pour mobiliser, pour discréditer, faire croire, faire planer la menace d'une dérive autoritaire, et également le front sécuritaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir seulement ces acteurs de manière isolée. Moi, je n'ai pas une vision séparée de ces phénomènes, puisque il y a plusieurs acteurs, divers acteurs en présence face à l'État du Mali, mais l'objectif de chacun de ces acteurs est d'affaiblir le pouvoir, c'est-à-dire de combattre le pouvoir. Oui. Il y en a qui le font par des armes, il y en a qui le font par les micros et la plume, il y en a qui le font sur le champ politique et divers domaines. Donc, il faut avoir une vision globale de cette adversité quand même contre le pouvoir malien. Donc, c'est à l'État du Mali de mieux analyser la situation et de voir quelle serait la meilleure stratégie. Donc, pour dégager une stratégie, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut et faire comprendre les enjeux. Je ne cesse d'insister sur ça. Il faut que les gouvernants informent l'opinion publique des enjeux réels en cours. Ça, c'est extrêmement important parce que si plus le peuple comprend les enjeux, moins il est difficile accessible de manipuler aux manipulateurs. Tant qu'on ne comprend pas, donc on est forcément emmené en bateau par n'importe quel acteur. Certains vont penser que le combat c'est pour rétablir la démocratie, pour la gouvernance. Certains vont penser que non, on veut défendre notre religion. Certains pensent que non, notre ethnie est attaquée, il faut qu'on défende. Il y a tellement de clichés, de stéréotypes disant, or tout cela ne sont que des masques trompeurs
pour cacher les vrais enjeux, les vraies visées de cet acharnement politico-médiatique et même sécuritaire contre les autorités du Mali. Merci. Il y a une autre menace, peut-être qui sont dans les textes. Si vous regardez les visas du décret qui dissout les partis politiques, il y a la loi numéro 666, 2 mars 1966, qui traite de l'assignation à résidence, de l'éloignement, et puis je ne sais pas d'autres. Donc il y a des mesures individuelles qui sont aussi dans ça, qui sont autant de menaces. Et d'ailleurs, il y avait, même avec sa loi modificative, ce qui constitue des menaces pour ceux qui peuvent avoir des velléités, voilà, qui constituent de véritables forces pour l'État. Nous restons toujours dans ce cadre, mais cette fois-ci, nous faisons un tour du côté du Niger. Nous avons parlé ici des fronts politiques, fronts sécuritaires. Mais au Niger, nous avions eu vent d'un préavis de grève. On nous parle des syndicats d'enseignants qui auraient déposé un préavis de grève sur toute l'étendue du territoire, pour une grève sur toute l'étendue du territoire du Niger, ce que nous appelons un front social. Et si nous avons expérience des différents mouvements par le passé, et les différents pouvoirs qui ont été renversés par l'impérialisme français, généralement le front social a été beaucoup plus utilisé. Et on arrive à un certain moment où on a une coalition sociopolitique. Même le mouvement du M5 dont Nyanga fait cas ici, il y avait des partis politiques, il y avait ce qu'on appelle les associations, mais il y avait certains syndicats dedans. Et quand même, pour faire partie de Moussa, vous les doyens, vous pouvez en témoigner. Il y avait syndicats, plus voilà, c'est ce qu'ils appellent les partis politiques de la clandestinité. Tout ce monde-là s'était mis ensemble. Donc c'était un logiciel couramment utilisé. Donc quand j'ai entendu, nous avons appris qu'il y a un préavis de grève qui a été déposé. Or, il s'agit des enseignants qui est presque la couche majoritaire généralement en matière syndicale au niveau du Niger. Faut-il pas craindre que cela soit instrumentalisé, que l'impérialisme soit réellement derrière? Faut-il pas craindre que cette forme de lutte qui vient d'être activée, parce qu'au Niger aussi les partis politiques c'est out, il ne faut pas craindre la généralisation de cette méthodologie de lutte qui peut-être doit, le Niger est phase pilote, il ne faut pas craindre cela pour les deux autres pays de l'Est, le Mali, le Burkina. Oui, les trois pays constituent un ensemble unifié. Oui. Au plan politique, diplomatique et même militaire, parce que c'est désormais considéré comme un théâtre unique d'opération. C'était pour faire face aux menaces. Et il faut aussi considérer que les syndicats ont précédé dans nos pays les partis politiques. Ce sont les syndicats qui existaient avant les partis politiques, qui ont joué un très grand rôle dans la lutte pour la décolonisation et notre accession à l'indépendance de nos pays. Les syndicats ont aussi joué un très grand rôle dans l'avènement de la démocratie à partir de 90-91 dans nos pays. Et les pouvoirs issus de ces périodes dites démocratiques, tous ces syndicats se sont inféodés aux formations politiques. Ces syndicats sont même devenus, si vous voulez, des bras armés des formations politiques. Si ils n'arrivent pas à obtenir leur objectif sur les champs politiques, ils ouvrent le front social pour provoquer une révolte populaire qui renforce quand même la classe politique et affaiblit le pouvoir. C'est ce que l'ancien Premier ministre, paix à son âme, Soumaïlou Boué Maïga, tentait de dire s'agissant des religieux, en parlant des acteurs. Nous sommes face à des acteurs hybrides qui changent de terrain mais poursuivent les mêmes objectifs. Je ne maîtrise pas le paysage sociopolitique du Niger, mais dans le contexte que nous avons, tout ce qui concerne l'un des trois pays concerne l'ensemble aujourd'hui, parce que imagine qu'un pays tombe ou bien qu'une expérience fâcheuse réussisse
dans un pays, ben, il y a l'effet contagion. Oui. Ça, c'est naturel. Ça, comme le rouleau compresseur, ça va frapper tous les autres. Mais moi, je pense que le pouvoir doit vraiment discuter d'abord avec ces syndicats, connaître réellement leurs intentions. Est-ce que les revendications sont d'ordre professionnel ou bien il y a des connotations politiques dans ces trucs? Est-ce que leur exigence est adaptée au contexte économique, politique et sécuritaire du pays? Donc, si on fait une telle évaluation, on peut se rendre compte quand même des intentions réelles de ces gens. Donc, on craint, puisque les partis politiques sont dissous au Niger, on craint que le front politique ne se drape du manteau du syndicalisme, et même le front sécuritaire ne se drape du manteau du syndicalisme pour obtenir ce que d'autres n'ont pas pu atteindre par les armes et par la voie politique, diplomatique. Voilà. Ok. Je suis d'accord que les syndicats ont joué un grand rôle depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, particulièrement lors du mouvement démocratique de 1991. C'était un mouvement démocratique? Oui, c'était le fameux démocrate. Ah, ok. Qui demandait la démocratie. Et l'un des piliers, c'était l'UNTM. Mais ils ont été tellement importants, je le dis tellement importants, que les fameux démocrates ont compris leur poids et se sont mis à les émietter. Ils les ont divisés pour les affaiblir. Après le coup d'État, oui, quand ils sont venus au pouvoir, moi j'avais l'avantage d'avoir un ami qui était dans le mouvement syndical et qui était un des piliers de Feu Issé Doucouré. Paix à leur âme, déjà les deux sont décédés. Mais j'étais pratiquement au cœur de ce qui se passait tous les jours, parce que nous faisions pratiquement Issé venait à notre grain. Et par le truchement de mon ami qui était son pilier, son correspondant syndical quand ils étaient au nord. Donc j'étais au fait de ce qui se passait. Toute la lutte qui a été menée, on a compris que les pouvoirs d'alors ont cassé le syndicat, les ont multipliés. Parce qu'un syndicat, les syndicats cassés, quand ils sont unis dans une même centrale, qu'ils ont beaucoup de force. Oui. Mais quand il y a un pluralisme syndical, ils sont affaiblis. Oui. Le pouvoir peut rentrer et jouer. Maintenant, je dis, pour ce qui se passe au Niger, déjà, ici au Mali, il y a eu des velléités. Est-ce que c'était enrobé, c'était pour cacher des actions politiques? Mais non, le pouvoir de la transition avait perçu la nécessité d'instaurer un dialogue social qui a été fait à plusieurs reprises. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il y a des soubresauts parfois. Maintenant, il faut voir ce qui se passe au Niger. Quelle sera la suite? Comment le problème sera résolu? Parce que ça peut compter aussi dans l'influence que cela peut avoir. Si ça s'élargit à d'autres syndicats et qu'on a, en ce moment, on pense que les choses on peut faire attention. Mais sinon, il y a eu des mouvements syndicaux ici, des appels des préavis de grève qui ont été déposés, que le pouvoir a pu circonscrire. Les banques, les derniers en date, c'était les banques. Donc, ils ont pu circonscrire. Donc, c'est des émergences par à-coup que le pouvoir peut gérer tant qu'ils ne se sont pas donné la main. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être un mot sur la contre-attaque de l'armée burkinabé à Djibo. Parce qu'on a vu les médias propagande, les médias d'influence entretenus par la jeune française s'insurger même médiatiquement contre le Burkina à la suite d'opérations des barbares, des terroristes, ces gens venus de nulle part, des mercenaires à la solde d'autres intérêts, s'attaquer à plusieurs positions de l'armée burkinabé. Au lieu de condamner, nous voyons plutôt les médias propagande faire leur communication, comme d'habitude. Nous ne sommes pas surpris, tous ces groupes-là visent le même objectif. Mais Dieu merci, l'armée du Burkina a contre-attaqué, les meneurs ont été neutralisés. Nyang, un mot sur ce professionnalisme de l'armée burkinabé?
Moi, je pense que il faut tirer les enseignements de l'attaque du camp de Djibo, la deuxième grande attaque du genre, et surtout en pleine journée. Je pense que le capitaine Traoré lui-même a eu à déplorer cette situation, alors que les drones étaient dans le vertical du camp attaqué. Comment cela a pu être possible? Du moment que beaucoup d'officiers burkinabés ont soit quitté le pays ou soit été arrêtés pour complicité avec les Occidentaux et les groupes terroristes, faciliter des massacres contre des militaires afin de faire chuter le pouvoir. Donc moi je pense qu'il faut tirer les enseignements, mener des enquêtes sérieuses et situer les responsabilités et sévir de manière impitoyable. Ça c'est déjà très très important. Je reste d'abord, avant de continuer avec vous, vous êtes expert des questions sécuritaires, surtout des mouvements de ces groupes terroristes. Une localité comme Djibo, est-ce que les terroristes peuvent avancer à découvert jusqu'à atteindre la localité sans interception? Et surtout, malgré la disponibilité des drones. Donc, ça veut dire que... Une surveillance aérienne. Il y a, clairement, ils ont bénéficié d'une complicité interne. Pour quel objectif? Je pense que ce n'est pas difficile à comprendre. Ce que moi je relève, deuxièmement, ça c'est la couverture médiatique, une couverture sensationnaliste faite par les médias occidentaux. Tu as vu, le jour où le camp a été attaqué, cette information qui a été massivement relayée et en boucle par tous les médias français. Oui. Ça, c'est pas gratuit. Il y a un expert du terrorisme américain, Brian Jenkins, qui l'a dit en 1970, que le terrorisme, c'est tuer un homme et faire savoir par 1000. Comment on tue une personne, par exemple, et comment faire apprendre ça au monde entier qu'on a tué une personne. Ça, c'est quoi? L'effet médiatique. Le terrorisme est beaucoup plus l'effet médiatique. Et c'est pour cette raison que ces médias s'activent autour des attaques. On fait une couverture sensationnaliste, les narratifs développés pour parler de la peur, pour décrire les terroristes comme des combattants aguerris, puissants, qui ont défait une armée, etc. Donc c'est de nature à renforcer leur légitimité, à susciter la peur et l'inquiétude. Ça, c'est ça l'objectif des attaques terroristes. Faire peur à une population, obliger un gouvernement à accepter ou à refuser de faire quelque chose. C'est ça le terrorisme. Et vous voyez le rôle pervers des médias dans ce jeu. C'est moi, mon mémoire de master en journalisme et communication porte sur cette thématique, c'est-à-dire comment les médias occidentaux contribuent à la légitimation des groupes terroristes dans l'espace du Sahel. Et quand l'armée a riposté, cette riposte a été beaucoup plus terrible pour les terroristes qui ne l'ont fait contre les militaires. Oui. Mais vous voyez comment cette information est traitée sur les mêmes médias. Ils n'en parlent même pas. Ils n'en parlent presque même pas. Donc ça, c'est pas gratuit. C'est une théorie de communication qu'on appelle la théorie du framing. C'est-à-dire les médias couvrent des événements ou des actes qu'ils montrent comme importants ou dignes d'être connus par le public et ils minimisent d'autres aspects. Et vous voyez, tout ce qui est prioritaire dans l'agenda médiatique de ces médias-là, c'est ce qui est connu du grand public. Mais les sujets ou bien les aspects du sujet qu'ils ne montrent pas ou qu'ils montrent peu, ça, ce sera très peu connu par l'opinion. Et donc, qu'est-ce qui reste à l'opinion? Un camp de l'armée a été détruit, les terroristes montent en puissance, mais la réaction de l'armée, la réaction foudroyante et décisive
de l'armée du Burkina en peu de temps, avec un tel nombre de bilans matériels et humains contre les groupes terroristes, on n'en parle pas. Donc l'opinion est incapable de comprendre qu'une armée digne de ce nom existe et qui est en train d'agir. Voilà les conséquences de l'agenda médiatique ou de la couverture des événements au Sahel par ces différents médias. Et donc, moi je pense qu'il faudra que l'AES travaille beaucoup plus sur la communication des guerres, ce qu'on appelle la guerre informationnelle. J'ai l'impression que nous ne sommes pas suffisamment préparés à ça. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui des contrepoids à l'influence de ces médias, mais au niveau institutionnel, ce n'est pas organisé. Il est question d'une web TV de l'AES et d'une chaîne de télévision même. Je pense qu'ils devront diligenter ce programme et trouver des acteurs qu'il faut pour déconstruire ces discours et cette forme de guerre. La guerre n'est pas, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la guerre, ce n'est pas uniquement sur le théâtre des opérations militaires. La guerre est aussi informationnelle, qu'il faut maîtriser les mécanismes pour nous protéger. Surtout sur les plateaux télé, les plateaux du genre, d'où d'ailleurs l'initiative de ces plateaux, Parole aux Africains, pour essayer de participer à la déconstruction du narratif impérialiste imposé aux Africains. Doyen, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je crois que sur le plan de la guerre informatique et de ses effets, Yang l'a suffisamment décrit. Moi, ce que je m'inscris... à partir de l'attaque contre Djibo. Pas seulement. D'une façon générale, c'est ce qui est visé. On monte en épingle la plus petite attaque et on minimise la défaite des choses. C'est classique. Maintenant, ce que je pourrais conseiller, c'est que je vois même des intellectuels qui n'ont pas encore compris que y a une évidence qui a été énoncée par tous les pays occidentaux, ceux qui se disent vraiment démocratiques, qui disent la guerre contre le terrorisme est difficile. Ils nient cette difficulté. Alors qu'eux-mêmes, regardez, après 20 ans en Afghanistan, les États-Unis n'ont pas pu s'implanter. Il y a un harcèlement. Il faut comprendre, il faut qu'on explique comme on l'a fait, comme il le dit, de façon beaucoup plus large, que les terroristes, il faut prendre ce qui s'est passé. Les terroristes étaient sanctuarisés. Ils prenaient un endroit, ils s'asseyaient, ils faisaient leur thé, ils occupaient l'endroit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut l'expliquer, qu'il y a eu changement. Ils avaient un territoire qu'ils avaient conquis où ils s'asseyaient. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de territoire. Il était normal qu'ils se déversent dans la guérilla, qu'ils procèdent par harcèlement. Et ça, c'est la seconde phase qui vient. Maintenant, la difficulté consiste en quoi? C'est que moi, ce que j'ai perçu, on ne me l'a pas dit, ce que j'ai compris, nos autorités, particulièrement au Mali, sont en train de faire un maillage territorial. La création de 21 camps participe d'un dispositif pour combattre le terrorisme. Et ça prend du temps. Ça prend de l'argent, ça demande de la formation en hommes, ça demande du matériel, mais où est-ce qu'ils en sont? Jusqu'à ceux qui finissent d'installer ces 21 camps, c'est un effort continu qui sera accompagné. On verra toujours des coups de ce genre. Surtout que c'est la guerre asymétrique, ils ne vont pas s'annoncer, ils ne sont pas en tenue. Donc ça demande, surveiller 1 241 000 km², c'est pas donné. Hein. Et donc moi ce que je crois, c'est qu'il faut que la communication aujourd'hui porte sur cet aspect de préparation de l'armée pour un meilleur maillage du territoire. C'est à partir de là que même cette forme de guérilla, d'harcèlement qui sont en train pourra être combattue. Mais en attendant, quoi qu'on fasse, ils pourront toujours faire des petits coups. Ils feront des coups selon plus ou moins grands. Tel que c'est venir au Bamako pour s'attaquer au camp, c'est un suicide. C'est même du désespoir pour ne pas disparaître. Et donc, il faut qu'on l'explique en Bambara, en Soraï, en Songoï, en Tamashek, que tout le monde comprenne que ceci est normal dans l'évolution de la guerre contre le terrorisme.
C'est des aspects qui sont normaux. On veut en faire des trucs extraordinaires, non. Et pour démontrer en disant, voilà le plan que nous avons assis, pour essayer de faire un meilleur maillage, il faut insister dessus, des territoires avec l'implantation des camps dans des zones sensibles, pour pouvoir avoir un regard sur croisé sur tout l'espace. Et ils sont en train de faire ce travail. Je crois que le président de la République l'a suffisamment dit. Nous sommes en train de nous armer. Nous ne cesserons pas de nous armer. Ce n'est qu'une partie visible de l'ARB. On va continuer à s'armer. Et là, il faut insister en expliquant pourquoi et que nous ne sommes pas encore arrivés au bout de ce plan de maillage. Et qu'entre-temps, il faut accepter qu'il y ait des coups comme ça. Merci bien, doyen. À la fin de cette guerre, les pays de l'Est seront des véritables puissances militaires qui se sont forgées dans la guerre. Pendant que, comme vous l'avez si bien dit, pendant qu'on implante des camps, l'ennemi ne cesse de vouloir nous harceler, nous provoquer, ce qui est tout à fait normal. À nous de savoir contrer, déjouer. Et d'ailleurs, je viens de sentir que les doyens sont aussi à l'aise sur les thèmes sécuritaires. Ouais. Donc, Nyang, moi et peut-être d'autres. Je ne suis pas un spécialiste, voilà. Non, mais je pense que c'est déjà très bien. D'ailleurs, je pense qu'on doit faire une émission spéciale là-dessus. Le tourisme au Sahel, comment venir à bout. Ça serait bien, il faudrait qu'on en parle. C'est un problème qui nous concerne en premier lieu. Donc, c'est à nous de faire aussi des propositions à partir de nos différentes recherches qu'on va croiser. Et c'est sur ce, je pense, que l'émission arrive à sa fin. Si vous avez un mot de la fin, vous saluez, Nyang. Oui, bon, juste prier pour la paix dans nos pays et appeler les populations à plus de vigilance, à plus de compréhension et d'accompagnement. Et toutes les grandes nations qui se sont bâties l'ont réussi par les efforts. Notre hymne national nous le rappelle, le bonheur par le labeur. Oui. Le bonheur par le labeur. Le bonheur par le labeur et non par la facilité et les raccourcis. Donc les gens ne cessent de dire il y a des coupures d'électricité, il y a telle difficulté. Et certes, tout le monde en est conscient. Mais c'est le pourquoi de ces problèmes qui nous importe le plus. Il ne faut pas qu'on perde de vue les enjeux, l'essentiel. C'est l'avenir d'autres nations qui se réalise sur notre ruine. Et c'est cette tendance qui est en basculement aujourd'hui en notre faveur. Cela ne peut pas aller sans problème, sans difficulté quand même pour nous. Donc nous devons vraiment être fermes, être déterminés, mais toujours avoir une saine compréhension des enjeux et des réalités de chez nous. Nous devons multiplier la vigilance parce que si la déstabilisation, les projets de déstabilisation échouent sur les terrains politiques, il faut s'attendre naturellement à la multiplication ou bien à l'ébullition du front sécuritaire pour encore épauler, faciliter des révoltes au niveau social. Vous avez vu, certains sont même en train de pousser des femmes à manifester, à tenir des discours. Mais quand tu écoutes attentivement, tu sens que c'est des discours politiques à but subversif. Donc tout ça, nous devons être attentifs à tout cela et surtout aux forces de sécurité de multiplier la vigilance et surtout d'être très très proactifs en imagination, n'est-ce pas, dans l'anticipation pour que nous puissions vraiment prévenir pas mal d'expériences désespérées de la part de ces groupes aux abois aujourd'hui. Merci à tous, vraiment, et à la prochaine. Merci beaucoup, Nyang. Moi, je vais manifester ma compassion pour nos frères burkinabés qui ont perdu des éléments dans cette affaire, qui sont aussi les nôtres. Ce n'est pas seulement des Burkinabés, c'est des Maliens, c'est des Haïtiens, comme le terme commence à faire florès. Et je salue en même temps la réactivité de l'armée burkinabé. Si on ne peut empêcher que cela arrive, on doit être ce sur quoi on peut vous prendre à défaut, c'est le manque de réactivité. Or, il y a eu une réactivité énorme qui a pratiquement mis en échec. Si chaque fois, ils savent, s'ils sont convaincus, que chaque fois qu'ils vont
organiser des attaques de ce genre, ils vont perdre la moitié ou les 2/3 de leurs éléments. Ils vont se convaincre petit à petit que vraiment il faut attaquer, il faut arrêter ça. Merci beaucoup. Nous prions pour le repos éternel des martyrs burkinabés haïtiens tombés sur les champs de l'honneur. Nous souhaitons propre rétablissement à tous les blessés et nous prions pour le repos de toutes les victimes de cette guerre dans l'espace AES et même au-delà de l'espace AES. Et nous prions aussi pour que les blessés puissent retrouver leur santé et nous reviennent sains et saufs, surtout en bonne et due forme. Sur ces peuples d'Afrique, peuples du monde libre, vous qui battez chaque jour pour une égalité de chances entre les humains, vous qui vous battez chaque jour pour un monde beaucoup plus apaisé, un monde calme, vous qui êtes avec nous chaque jour, pour que dans ce monde, plus jamais certains soient considérés comme des esclavagistes, d'autres des esclaves. Vous qui êtes là, déterminés, debout pour la dignité de l'homme dans son ensemble, qu'il soit l'homme africain ou l'homme asiatique, tout homme a droit à une chance dans le cadre de cette vie. Nous vous remercions et nous allons vous retrouver demain. Nous allons vous retrouver le vendredi prochain. D'ici là, vous restez sur Gandhi Madian TV. Juste après cette émission, d'autres émissions vont suivre. Gandhi Madian, c'est sans doute 24h sur 24. Nous vous remercions et à vendredi prochain dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Merci.